Mardi 31 décembre 2024, c'est un honneur pour nous de vous tenir compagnie pour ce dernier numéro de Regards croisés de cette année. Un plaisir pour moi et mes invités de vous retrouver pour ce mardi. Encore 4 sujets à aborder avec eux. Nous parlerons d'abord de la CEDEAO et de l'AES 2024, l'année du divorce. Nous reviendrons sur les relations entre la CEDEAO et l'AES au cours de cette année. Notre deuxième sujet, sujet rétro également, pour parler de l'Afrique rétro 2024, les grandes actualités ayant marqué le continent au cours de cette année. Reviendrons avec les analyses de nos invités. Notre troisième sujet concerne le Togo. Togo 2024, l'année du grand changement politique. On reviendra sur ce changement politique de constitution de la 4e à la 5e République au Togo. Les analyses de nos invités assurent. Nous terminerons avec les perspectives 2025. Quelles attentes pour le continent? Ce sera notre interrogation, toujours avec nos invités. Et pour cet exercice, ils sont 3 sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à mes deux co-débatteurs. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à toi de conduire ce débat. Le dernier numéro, comme tu le dis, tu as avec une voix un peu cassée, enrhumée. Ça prouve vraiment que c'est la dernière des émissions et que c'est tout un poids qui pèse sur nous dans cette émission. Vous mesurez justement l'ampleur de la charge. Et puisque le devoir nous appelle, on va pas s'intéresser à la voix, on va s'intéresser au contenu. Voilà. Merci beaucoup à vous. À côté de vous, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Credo, bonsoir Louis, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement et merci pour l'invitation. Merci beaucoup à vous Samson d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de clôturer l'année avec cette émission et nous espérons donner le meilleur de nous-mêmes à travers nos analyses que nous portons. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction où bien nous restons dans la CEDEAO pour parler des relations entre la CEDEAO et l'AES au cours de cette année 2024 qui a été l'année du divorce. L'année a commencé avec cette annonce des pays membres de l'AES. Mali, Burkina, Niger annonçaient fin janvier, le 30 janvier 2024, leur intention de quitter définitivement l'organisation sous-régionale pour se mettre ensemble dans l'AES. Le divorce aura attendu quelques mois pour n'être validé officiellement que tout récemment par l'organisation sous-régionale CEDEAO qui accepte ce départ et donne 6 mois pour mener encore des discussions pour voir comment s'accorder ensemble sur ce départ, ce qui n'est pas du goût des pays de l'AES. Ils veulent un départ pur et simple et donc en janvier 2025 ce sera fini pour les relations entre les autres pays de la CEDEAO et le Burkina, le Mali et le Niger. Que faut-il retenir sur cette année essentiellement marquée par ce divorce entre la CEDEAO et l'AES et les accusations d'agression ou de tentatives d'agression des pays de la CEDEAO? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vos analyses. Vous, Louis Kamako, vous suivez de près avec nous. Vous avez tout au long de cette année mené des analyses sur les relations entre la CEDEAO et l'AES pour cette fin d'année. Que faut-il retenir pour cette année de divorce? Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une relation conflictuelle entre la CEDEAO et les pays qui forment aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Tu disais que l'annonce de leur retrait de la CEDEAO s'est faite en début d'année, en 2024. C'était peut-être à l'époque le vœu du nouvel an que ces 3 pays ont souhaité à la CEDEAO. Et donc, Bolan, un vœu de divorce. Bolan, Mala, aujourd'hui, cette annonce ou bien ce divorce-là, nous pouvons dire que il est confirmé. Le divorce, il est confirmé. Et donc, ce qu'il faut également noter, c'est que cette rupture s'est faite en fait au lendemain du coup d'État au Niger, c'est-à-dire en juillet 2023. Un 6e coup d'État en 3 ans dans la sous-région. On a eu à connaître en fait 2 coups d'État au Mali, 2 coups d'État également au Burkina Faso, en Guinée-Conakry de Mamadou Doumbouya. Donc, ces pays-là ont décidé en fait de se retirer de la CEDEAO
CEDEAO juste parce que ils trouvent que l'instance sous-régionale est incapable en fait de venir à bout des attaques terroristes, parce que la raison principale pour laquelle ces militaires sont venus au pouvoir, c'est juste parce que ils accusent en fait les civils qui sont au pouvoir de ne pas être à même en fait de finir avec l'insécurité grandissante dans leurs pays respectifs. Vous avez un pays comme le Mali qui est en proie à des attaques terroristes depuis 10 ans. Idem pour le Burkina Faso et également pour le Niger. Donc les trois pays, nous avons dit que ce sont des enfants de la même souffrance. Et rapidement, ils se sont constitués en union. Ils ont formé ce qu'on appelle l'État, l'Alliance des États du Sahel, pour contrer d'éventuelles menaces de rébellion armée ou bien d'agression extérieure. Et pour eux, la souveraineté internationale ou bien la souveraineté nationale et l'intégrité nationale constituent aujourd'hui ou bien valent plus que eux les yeux de la tête. Et ils s'investissent justement pour que cette intégrité territoriale et cette souveraineté nationale soient de mise. Ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Ils pensent justement avoir leur monnaie unique. Des tractations se font également dans ce sens. Et ces pays-là trouvent qu'aujourd'hui, la CEDEAO est incapable en fait de faire face en fait au coup d'État constitutionnel. La CEDEAO est incapable en fait de concrétiser son projet relatif à la libre circulation des personnes et des biens. Ils ont dressé un bilan assez mitigé en fait des 50 ans, parce que nous sommes en 2025, l'institution sous-régionale fêtera son jubilé d'or. Ils ont dressé un bilan et ils ont trouvé que la CEDEAO n'a jamais été indépendante et que l'institution serait sous la coupole ou bien l'institution roulerait pour des institutions internationales ou bien pour des pays étrangers. Et donc à un moment donné, ils ont jugé bon justement de se retirer et devenir aujourd'hui des vrais patriotes pour apporter en fait au peuple ce qu'ils attendent d'eux. Alors, ils ont voulu marquer ce divorce-là avec la CEDEAO. Ils ont annoncé leur départ depuis janvier. La CEDEAO a tenu plusieurs sommets, mais n'a pas directement accepté ce départ, même si elle a annoncé des négociations. On n'a pas eu de retour. On sait que le président sénégalais, le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, a été chargé de mener les négociations à côté du président togolais Faure Gnassingbé. Finalement, on n'a pas eu de retour. Et à leur dernier sommet, les présidents ou les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont annoncé finalement donné le OK pour ce départ. Qu'est-ce qui a fait que la CEDEAO, malgré toutes ces annonces, ou du moins cette image projetée d'une organisation qui veut rassembler, qui ne veut plus provoquer le départ, n'a pas pu atteindre cet objectif et que finalement elle soit obligée d'accepter ce départ? D'abord, pourquoi est-ce que la CEDEAO s'obstinait à faire revenir ces États? Juste parce que nous avons dit que le problème commun à tous les pays de la sous-région aujourd'hui, c'est le terrorisme. Donc à un moment donné, l'institution sous-régionale a compris que le terrorisme, c'est un phénomène, c'est un fléau transfrontalier, et que s'il faut le vaincre, il faut justement que les pays s'unissent en fait. Il faut qu'il y ait une alliance entre les États qui regroupe en fait la CEDEAO. C'est pour cela que la CEDEAO a fait des tractations pour coûte que coûte faire revenir les trois pays qui forment aujourd'hui l'Alliance des États pour leur faire revenir de leur décision. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, vous savez pourquoi est-ce que la CEDEAO n'est pas parvenue à faire revenir ces États? Parce que, c'est vrai, aujourd'hui, ils sont 15 à être membres de cette institution, mais depuis le retrait, en fait, du Mali, du Niger et du Burkina de cette communauté, on a l'impression que les autres pays aussi sont beaucoup plus proches des États de l'ES que les États de la CEDEAO. Vous avez dit tout à l'heure que des présidents ont été mandatés pour convaincre en fait les dissidents, si on peut les appeler ici, les dissidents à revenir sur leurs décisions, mais ça n'a pas été le cas, parce qu'à un moment donné, ça laisse à croire qu'il y a des chefs d'État qui, dans l'ombre, soutiennent en fait les États des États du Sahel dans l'ombre.
Ils soutiennent en fait leur retrait, et parce que eux aussi à un moment donné, ils ont trouvé que les raisons pour lesquelles les États là ont décidé de se retirer, ces raisons sont valables. Et ils veulent justement que les choses se fassent autrement. Donc c'est pour ça justement qu'ils sont aujourd'hui plus proches en fait de l'alliance des États du Sahel. Surtout quand vous voyez aujourd'hui l'agenda, le projet, les perspectives que ces États là ont en vue, je pense que c'est quelque chose qui est prometteur et qui est attirant, qui attire tout le monde. Paul Samson Aridja, que faut-il retenir de 2024, année de divorce entre la CEDEAO et l'AES? Il faut retenir que c'est le dénouement d'un long feuilleton politique et juridique. La réaction de la CEDEAO au lendemain du coup d'État au Niger a été, nous pouvons tous le dire, exagérée. Certes, c'est une organisation. Au lendemain de quel coup d'État? Le dernier, celui du Niger. Du Niger, exactement, a été exagéré. Je rappelle qu'il y a eu des sanctions contre le Mali aussi. Oui, mais pas de menace d'agression, pas de menace d'intervention militaire pour rétablir au pouvoir un président qui avait été déposé, pas Ibeka, plutôt le président Bazoum. Non, pour le cas du Mali. Oui, exactement. Donc, que les pays comme le Niger, les pays comme le Burkina, comme le Mali, qui partagent un espace géographique commun, une histoire commune, se soient sentis blessés dans leur amour propre et aient voulu se retirer, je comprends. Même si on peut ne pas être d'accord, mais il faut quand même comprendre. Et on voit aussi que les développements qu'il y a eu après, ces pays ont eu l'impression que partageant un même espace de vie, un même espace géographique, il y avait des pays qui étaient plus prêts à leur faire du mal qu'à leur venir en aide. Et ça a nourri les ressentiments. Les populations de ces pays n'ont pas vraiment senti la CEDEAO proche d'eux lorsqu'ils se débattaient avec les terroristes. Comme l'a dit Louis, c'est un problème qui dure depuis 10 ans. Il y a eu des sommets, il y a eu l'initiative d'Accra, il y a eu beaucoup de choses, mais concrètement jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de véritable projet commun au niveau de la CEDEAO pour pouvoir mobiliser des forces, des hommes sur le terrain pour venir à bout de cette menace-là qui continue toujours par venir de plus en plus vers le sud. Donc, que ce pays ait décidé finalement de se retirer, comme je viens de le dire, nous comprenons tous, même si on peut avoir des réserves sur l'opportunité de cela. La CEDEAO joue sa crédibilité. Il y a eu un retrait le retrait de la Mauritanie il y a de cela quelques années. Maintenant, dans le retrait des 3 autres pays, Federal, c'est toujours les pays de la bande sahélienne qui semblent ne pas se sentir concernés par la CEDEAO. Et si la CEDEAO se laisse faire, c'est un dilemme. La CEDEAO soit décide de laisser ces pays poursuivre leur agenda et donc valide en quelque sorte les coups d'État. Parce que si c'est la décision qu'ils prennent finalement, ça voudrait dire que si demain, dans un pays X ou Y, il y a encore un coup d'État, on ne pourra plus dire à ce pays-là de revenir à l'ordre civil pour être membre de la CEDEAO. Il faudrait donc normaliser cela. Ce qui va faire perdre le pays, va faire perdre à la CEDEAO sa crédibilité. De l'autre côté, il faut laisser les pays-là. Vous parlez de coup d'État militaire. Militaire, exactement. Il faut laisser ces pays partir, mais maintenant trouver quelle formule mettre en place pour pouvoir quand même continuer une certaine forme de coopération. Parce que, quoi qu'on le dise, l'AES ne se déplace pas de l'espace de vie ou de l'espace géographique ouest-africain. On continue avec ces pays-là à partager des défis communs, notamment les défis sécuritaires, les défis liés au terrorisme. Donc, s'il n'y a pas de coopération transfrontalière, de coopération interorganisationnelle, je ne pense pas que aussi bien les pays de l'AES que les pays de la CEDEAO puissent venir à bout de ce problème-là. Quand vous parlez de ce dilemme auquel fait face la CEDEAO, peut-être quand il y aura un coup d'État militaire, on ne le souhaite plus, que le pays, que l'organisation ne soit plus vraiment capable de faire la pression pour qu'il y ait un retour à l'ordre civil. Et ces pays accusent la CEDEAO de ne pas trop s'ingérer dans les affaires de coup d'État constitutionnels et de plutôt les gêner pour les cas de coup d'État militaire. Oui, c'est aussi un constat, parce qu'on a vu dans beaucoup de pays, l'un des cas les plus flagrants a été le cas de la Guinée, où Alpha Condé, contre Vanzemare, a pu obtenir un 3e mandat. Finalement, le mandat a été écouté par un coup d'État militaire. Il faut dire que le coup d'État constitutionnel choque moins. Souvent, ça choque moins. Et quand on entre dans ce schéma, on peut qualifier ça de plusieurs façons différentes. Quand on entre dans la science juridique, quelqu'un dira c'est un coup d'État, l'autre dira non, c'est un changement de l'ordre constitutionnel, c'est ça, c'est une modification prévue par la Constitution elle-même, donc il n'y a pas eu de coup d'État. Mais quand ce sont des militaires qui viennent entrer, ils prennent le pouvoir, il faut dire que ça, quand même, il n'y a pas d'autre qualification possible. Maintenant, j'aimerais quand même refaire une parenthèse, rebondir un peu sur ce que a dit Louis tout à l'heure. Si la CEDEAO a été incapable de pouvoir se montrer force sur le plan militaire et sécuritaire, c'est justement parce qu'elle n'avait pas les moyens financiers. Vous savez, l'ancien président
du Niger, Issoufou, se plaignait à chaque fois que le G5 Sahel avait beaucoup de promesses, mais très peu de résultats. Les États viennent vous promettre de l'argent, mais ne vous le donnent pas. Finalement, vous n'avez pas les moyens de pouvoir attaquer ces terroristes-là comme cela doit se faire. Et la CEDEAO, c'est le même problème. C'est les mêmes personnes qui promettent de l'argent au G5 Sahel, mais qui n'honorent pas leurs promesses, qui sont censées financer la CEDEAO en guillemets. Et tant que l'organisation ne sera pas financée par les États membres eux-mêmes, je pense que le problème va continuer. Credo Tété, que retenez-vous de votre côté de cette année 2024 pour ce qui concerne les relations entre la CEDEAO et l'AES? Nous la qualifions de l'année de divorce entre ces deux institutions. Oui, je crois que l'expression de ce divorce, on la qualifierait du côté de l'Alliance des États du Sahel de l'audace. Donc c'est l'audace au niveau de ces pays que sont le Niger, le Burkina et le Mali, mais également, disons, l'expression d'un désir de s'affranchir du maître. Et qui est le maître? La CEDEAO? Le maître, donc je crois que le représentant du maître, c'est la commission, c'est la CEDEAO. Et le maître, c'est celui qui se cache derrière la CEDEAO. Donc, et si vous voyez dans toutes les formes de communication, les États de l'AES avait adopté une communication assez agressive. Une communication assez agressive, il faut dire, c'est une forme de communication qui existe en politique pour dire, nous n'allons plus réfléchir comme vous le faites, nous voulons nous affranchir. Donc c'est là où je parlais tantôt de cette audace des États de l'AES, parce que cela couvait depuis un certain nombre d'années, parce que le mode de fonctionnement, le mode de direction même de la CEDEAO à travers sa commission laissait à interroger. Donc je prends mot pour mot le président de la commission de la CEDEAO qui, dans ses vœux formulés hier pour la nouvelle année, a présenter un schéma de la commission de la CEDEAO. Et ce schéma de la commission donne totalement raison, disons aujourd'hui, aux États de l'AES qui ont eu cette audace-là. Le président de la commission de la CEDEAO a eu cette humilité de reconnaître que l'année 2024 a été cette année qui a éprouvé la résilience dans la communauté. Donc ça, c'est courageux de sa part. Et il a noté également que c'est une année qui a été marquée par des défis considérables et des défis qui ont menacé même l'unité de l'espace CEDEAO. Et lorsqu'on parle de menaces sur l'unité, donc il faut comprendre qu'on fait allusion également à la paix et à la stabilité dans la région. Mais tout en faisant ce diagnostic, il a eu également cette ouverture d'esprit de formuler un vœu. Et ce vœu, c'est que au niveau de l'espace CEDEAO, qu'on puisse accueillir l'année 2025 avec espoir. Donc c'est selon ce qui l'anime, espoir comme une année, c'est là où c'est très important, comme une année de renouveau et de transformation, non seulement de soi, des pays, mais de transformation de la CEDEAO. Donc tout est dit. Et il a terminé son message de vœu tout en formulant le souhait que toutes les entités de l'espace CEDEAO puissent puiser leur force dans l'unité et dans la solidarité. Donc c'est cela qui avait totalement manqué à un certain moment au niveau de la gouvernance de la CEDEAO. Je parlais tantôt de l'audace de ces pays de l'AES parce que eux, ils ont eu ce courage-là de l'exprimer. Parce qu'on aura vu que certains pays même de l'espace CEDEAO manifestaient sous éteignoir même ce désir-là, mais ils n'ont pas eu cette opportunité. L'opportunité pour les États de l'Alliance, c'est qu'il y a eu un dénominateur commun, c'est le coup d'État militaire. Et la prise du pouvoir par les hommes en uniforme a fait que cela s'est librement exprimé et ces États ont pris leurs responsabilités. Donc c'est un point très important. Donc l'année du divorce, oui, l'année du divorce, parce que la CEDEAO a
a encore tendu une main à l'Alliance des États du Sahel, mais cette main a été repoussée parce que ces trois pays sont dans une logique, et la logique, c'est ce désir profond de s'affranchir du maître. Merci en tout cas à vous tous pour vos contributions pour ce premier sujet. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.